Pour le coup, ça nous amène effectivement, in fine, à aborder toute cette dimension aussi européenne de cette filière aluminium. Alors pour le coup, et merci encore à Benjamin Denis de nous avoir rejoint en tant que Senior Policy Advisor à Industrial Europe, donc qui est la représentation des syndicats en Europe et auprès des instances européennes. Donc merci à toi de nous faire l'amitié de venir à notre rencontre. Alors les deux fédérations, Fédération Chimie et Énergie et Fédération Mine Métallurgie, avaient présenté voici un an une sensibilisation donc sur les enjeux de la filière aluminium. On a vu que à plusieurs reprises dans les propos exprimés, effectivement là aussi, à la fois les politiques industrielles européennes, que ce soit en matière de recherche, que ce soit en matière de soutien aux industries, a été évoquée ou invoquée. La question du MACF aussi, le mécanisme d'ajustement aux frontières, donc entre guillemets pour être rapide, la taxe carbone aussi est un autre enjeu. Donc comment est-ce que au niveau européen, justement, au niveau d'industriel, vous analysez la situation de cette filière et quel regard, quel éclairage vous pouvez partager? Merci Benjamin. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je préfère Benjamin que Policy Advisor, je ne sais pas quoi. Mais bon, dans le bestiaire syndical européen, on a besoin d'une nomenclature pour savoir qui fait quoi. Nous, ce titre un peu pompeux, j'en conviens, a fortiori quand il est prononcé en anglais. Très heureux d'être ici. J'ai pas hésité longtemps entre Dubaï et Chambéry, et pas uniquement parce qu'on m'a dit que la qualité de la fondue savoyarde à Dubaï était nettement en dessous de ce que j'ai pu goûter hier. Je pense que c'est important pour nous, fédération syndicale européenne, de nous décentrer, d'être présents, d'être à l'écoute, de venir sur le terrain. Sur le terrain. En tout cas, au plus proche des réalités telles qu'on peut les vivre, des réalités industrielles, des réalités sociales telles qu'on peut les vivre dans les différentes régions, dans les différents bassins d'emploi, dans les différents territoires. Parce que ce qui fait notre spécificité, je le pense vraiment, dans la bulle européenne, c'est que précisément, on a ce contact avec les réalités de terrain. Et ce que j'ai écouté, je suis aussi venu pour écouter autant que pour parler, me conforte dans cette idée que ce contact avec les femmes et les hommes qui travaillent dans ces industries nous permet d'avoir des positions beaucoup plus riches, beaucoup plus construites que celles qu'on peut entendre dans la bulle européenne, qui sont très très souvent monodimensionnelles. Et en l'occurrence, je ne suis pas du tout un expert de la filière aluminium, raison aussi pour laquelle j'ai beaucoup écouté et j'ai pris quelques notes. Je m'occupe principalement de politique industrielle au sein du secrétariat d'Industrial Europe. Et je vais focaliser ma brève intervention sur trois aspects qui me paraissent importants, trois aspects qui montrent finalement que l'Union européenne, la réponse européenne, si elle est loin d'être parfaite, j'y reviendrai, elle permet quand même de fournir des éléments de réponse à quelques-uns des enjeux qui ont été évoqués. J'en identifie trois extrêmement importants pour la filière aluminium. Premier enjeu, énergie, son coût et sa disponibilité. Deuxième enjeu, l'enjeu matière première, économie circulaire. Et troisième enjeu, l'aspect compétition internationale, commerce international, avec un contexte qui est extrêmement difficile. Et pour ces trois éléments, une part importante des leviers se trouve au niveau européen, se trouve dans la politique industrielle européenne. Alors je vais dézoomer quelques secondes, quelques instants avant de me plonger sur ces trois enjeux, mais on a vu depuis 3 ans à peu près une renaissance de la question politique industrielle au niveau européen. On s'en est réjoui au niveau d'Industrial Europe, d'une part parce que pendant des années on nous a dit la meilleure politique industrielle est celle qui n'existe pas. Il ne faut surtout pas que les autorités publiques, qu'il s'agisse des États membres, des gouvernements, qu'il s'agisse d'autorités subnationales comme des régions, des départements, selon les différents pays et les contextes institutionnels, le moins les autorités publiques mettent leur nez dans les affaires industrielles, le mieux c'est, parce que finalement, le secteur privé, les investisseurs sont finalement les mieux placés pour décider de ce qu'il faut faire pour le bien commun. On est sorti de ça, enfin on est sorti. On espère qu'on est en partie sorti de cela, et de ce narratif qui a quand même montré toutes ses limites, parce que
toutes les situations de dépendance qui se sont révélées, notamment à l'occasion de la pandémie, notamment à l'occasion de la guerre en Ukraine, elles sont principalement la résultante de stratégies d'approvisionnement low cost mises en place par des firmes multinationales qui ont des stratégies qui sont orientées par la volonté de maximiser à court terme le profit redistribué aux actionnaires, plus que par la volonté de pérenniser une activité industrielle sur les territoires au bénéfice du bien commun. Deuxième raison pour laquelle nous nous sommes réjouis de ce retour en force de la politique industrielle au niveau européen, c'est que enfin, la politique climatique et énergétique européenne ne se contentait plus de, je vais utiliser un mauvais français, de target, d'objectifs chiffrés. Parce que pendant longtemps, on nous a dit aussi, en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on a des objectifs chiffrés. On a maintenant le moins 55% pour 2030 par rapport au niveau de 1990. On a l'objectif de 2050 de neutralité climatique. On nous disait, en gros, ça suffit. On a quelques instruments qui vont donner des signaux prix, le système européen d'échange de quotas d'émissions. On n'a pas besoin de faire davantage. Nous, on s'est toujours dit, mais la question des targets, c'est bien, c'est évidemment fondamental d'avoir ces étapes et ces objectifs chiffrés, ce calendrier, mais il faut aussi qu'on soit beaucoup plus précis sur le comment. Comment va-t-on produire les quantités d'énergie décarbonée dont nous avons besoin? Qui va produire les équipements industriels qui sont nécessaires à cette production? Qui va produire les infrastructures qui sont nécessaires pour transporter, stocker l'énergie, etc., etc. On a enfin quelques éléments de réponse à ces différentes questions avec une série d'initiatives législatives qui ont été prises par la Commission européenne. Alors, sur le premier enjeu, l'enjeu coût de l'énergie. C'est évidemment pour nous l'enjeu numéro un, fondamental pour l'ensemble du tissu industriel européen. A fortiori pour les secteurs intensifs en énergie, et je dirais même a fortiori pour les secteurs qui sont électro-intensifs comme l'aluminium. Pas besoin de grands dessins pour vous convaincre que l'Europe a traversé des temps extrêmement compliqués en matière de coût de l'énergie, pour différentes raisons, conséquence de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en gaz, problème aussi de production d'électricité, notamment en raison de certains problèmes dans le parc électronucléaire français, et aussi en raison des règles de détermination des prix sur le marché gros, puisque à l'heure actuelle en Europe, on utilise toujours ce système de la tarification au coût marginal, qui fait que mécaniquement, le prix du mégawattheure sur le marché de gros dépend du coût marginal de la dernière centrale appelée pour répondre à la demande, et quand c'est une centrale au gaz, comme c'est souvent le cas, le prix de la commodité gaz et le prix de la tonne de CO2 déterminent le prix du mégawattheure, ce qui fait qu'on a des prix de l'électricité sur le marché gros qui sont largement déconnectés des coûts de production réels, a fortiori lorsqu'on a un mix électrique très fortement décarboné, comme c'est le cas en France. On a pointé très très tôt ce problème au niveau de l'industrie en Europe. On nous a longtemps dit non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, le marché fonctionne parfaitement, la preuve, il n'y a pas eu de blackout, c'est les lois de l'offre et de la demande, etc. Enfin, on a eu une initiative de la Commission européenne pour réformer le marché européen de l'électricité. Ça ne va pas aussi loin que nous le souhaiterions, notamment parce qu'il y a toute une série de questions, et justement celle-ci sur le mécanisme de détermination des prix qui n'a pas vraiment été mise à l'agenda. En revanche, on a des éléments intéressants qui sont encore en discussion, qui ne sont pas toujours finalisés, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais qui permettent de, en tout cas, atténuer l'impact de la volatilité des prix sur l'industrie, avec notamment le développement de ce qu'on appelle des contrats pour différence, ou ce qu'on appelle en anglais les PPA, donc la possibilité de négocier des contrats d'approvisionnement de long terme hors marché. Ce sont des éléments intéressants qui apportent des éléments de réponse, mais qui ne répondent pas à toutes les questions qui se posent. À long terme, on a une stratégie de l'Union européenne
en matière énergétique qui privilégient largement le renouvelable, avec un objectif qui vient d'être renforcé, notamment suite aux conséquences de la guerre en Ukraine, objectif extrêmement ambitieux qui consiste à couvrir à 42,5% et si possible 45% de nos besoins énergétiques en 2030 via du renouvelable. C'est extrêmement important, extrêmement ambitieux comme agenda, mais ça c'est l'objectif de long terme. Donc à court terme, on a des aides d'État, on a une série de flexibilités qui ont été prévues. À long terme, on a d'une part cette réforme du marché de l'électricité et d'autre part cette transition vers un mix électrique qui sera de moins en moins décarboné. Avec évidemment une question qui est un peu l'éléphant dans la salle, qui est quelle place pour le nucléaire là-dedans, sans ouvrir un débat qui nous amènerait un peu loin de la filière alu. La stratégie de l'Union européenne est extrêmement ambiguë de ce point de vue, puisque c'est en gros laissé à l'initiative des États membres qui le souhaitent de poursuivre dans la filière nucléaire, et on a quand même des initiatives, notamment la dernière en date, de lancer une alliance industrielle pour les réacteurs modulaires de petite taille qui a été annoncée il y a une paire de jours par la Commission européenne. Deuxième gros enjeu, les matières premières, avec là aussi une dépendance extrêmement forte, principalement vis-à-vis de la Chine, sur une série de matières premières critiques ou stratégiques. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur la différence entre critique et stratégique, mais il y a des critères qui sont utilisés par l'Union européenne pour faire le tri entre ces différents types de matières premières. On a une liste d'une trentaine de matières premières qui sont considérées comme critiques, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois économiquement extrêmement importantes et qu'il y a un risque de rupture d'approvisionnement. La bauxite a été ajoutée sur cette liste. L'Union européenne a lancé, enfin la Commission européenne, de manière plus précise, a lancé une initiative législative qui s'appelle, je vais le dire en anglais parce que je ne connais pas la version française, c'est le Critical Raw Materials Act, donc l'acte qui concerne les matières premières critiques. Et en gros, on a une série d'objectifs chiffrés qui visent à couvrir les besoins d'approvisionnement européen en matières premières critiques via le développement de sources domestiques, via des efforts sur la filière justement économie circulaire, recyclage, des partenariats avec une série de nouveaux pays, de nouveaux fournisseurs. On a aussi un meilleur suivi de ce qui se passe sur les chaînes d'approvisionnement, avec éventuellement des possibilités de stockage stratégique, avec des possibilités d'achat conjoint. Donc il y a toute une série de mesures qui là aussi sont encore en discussion, mais qui vont permettre, non pas complètement de relocaliser tout en Europe et de faire en sorte que nous soyons autosuffisants en matières premières, ça n'est pas possible, peut-être même pas souhaitable, mais en tout cas par ces trois grands ordres de mesures, efficacité, circularité, diversification de l'approvisionnement, on va réussir à réduire, atténuer cette dépendance. Troisième enjeu sur lequel je vais aller très très rapidement, c'est évidemment l'enjeu de compétition internationale avec la Chine, on en a parlé beaucoup, mais avec les États-Unis aussi. Il y a toutes ces discussions sur ces fameux tarifs que le président Trump avait appliqués aux importations d'acier et d'aluminium qui pourraient être réintroduites. On a des négociations extrêmement denses et intenses et qu'on essaie de suivre avec, dans les limites de nos ressources, évidemment, au niveau d'Industrie de l'Europe, et on pousse un maximum pour qu'on aboutisse à un accord avec les États-Unis pour éviter la réintroduction de ces tarifs qui pourraient aussi générer de nouvelles tensions commerciales et une escalade vers quelque chose de l'ordre d'une guerre commerciale. Là-dedans, il y a évidemment la question du mécanisme carbone d'ajustement aux frontières, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure dans la table ronde sur l'aluminium vert. C'est un enjeu important, c'est un mécanisme qui pour nous est extrêmement important parce qu'on ne peut pas exiger de l'industrie européenne des efforts rapides, importants, drastiques de décarbonation, tout en laissant les importateurs importer en Europe des productions industrielles souvent beaucoup plus carbonées que ce qu'on connaît en Europe, et ce, sans qu'il y ait la moindre forme de tarification carbone. Donc ce mécanisme dont la phase de test vient de démarrer au mois d'octobre, pour une période intermédiaire de 3 ans, nous semble-t-il, est un élément important pour restaurer
des conditions de concurrence et de compétition équitables entre les producteurs européens et leurs principaux concurrents. Le mécanisme est loin d'être parfait, il soulève une série de questions, mais il a le grand mérite d'exister. On suit aussi de très près toutes les initiatives, et je ne peux pas les détailler parce qu'elles sont nombreuses, mais que la Commission a prises à destination de la Chine. Le dernier en date, c'est notamment par rapport à tout ce qui concerne les véhicules électriques et les éoliennes. Là aussi, ça nous semble aller dans la bonne direction pour essayer de restaurer une forme d'équilibre commercial entre la Chine et l'Union européenne. Ceci dit, ne soyons pas naïfs, le niveau de notre dépendance vis-à-vis de la Chine est extrêmement important, extrêmement profond, pour une série de matières premières et de technologies qui sont absolument cruciales à la double transition digitale et climatique, mais aussi à la viabilité de toute une série de secteurs industriels. Donc, pour reprendre les mots d'Ursula von der Leyen, il ne s'agit pas de rompre les liens avec la Chine, il s'agit de réduire le risque. Une fois encore, en diversifiant, en relocalisant une partie, etc. Je terminerai juste en 2 mots par l'action de l'industrie de l'Europe, parce qu'on a quand même une série de réserves et d'inquiétudes par rapport à cette politique européenne, qui, de notre point de vue, est beaucoup trop proche encore de l'agenda patronal et du monde privé, en ce qu'elle préconise beaucoup trop la dérégulation, en ce qu'elle ne développe pas suffisamment les conditionnalités sociales que tu as évoquées tout à l'heure et qui ont été évoquées plusieurs fois aujourd'hui, en ce qu'elle repose beaucoup trop pour son financement sur les aides d'État, et donc là il y a un risque d'avoir une Europe à 2 ou à 3 vitesses avec des États membres et des régions qui n'ont pas les capacités fiscales de fournir ces aides d'État, qui vont être laissées à la traîne dans une période de transition extrêmement rapide. Donc tous ces éléments-là nous inquiètent, raison pour laquelle on lance une campagne en vue aussi des prochaines élections européennes, campagne qu'on lance avec la Confédération européenne des syndicats, pour souligner l'importance d'une politique industrielle européenne qui crée des emplois de qualité. Pour garder ce double aspect, politique industrielle et qualité de l'emploi, parce que comme le disaient la plupart des intervenants, et je pense que c'est un point très important, un message très fort à retenir de ce premier panel, c'est qu'il y a un lien fondamental entre le tissu industriel, notre capacité à garder, à développer des activités industrielles sur le territoire européen et notre système social. Si on perd l'un, on perd l'autre. Eh bien, merci Benjamin pour cette entrée en matière qui est fort intéressante, et merci d'avoir distingué ces 3 enjeux énergétiques, de matières premières pour le recyclage notamment, et puis de compétition internationale. Et on voit bien que là aussi cette dimension européenne, elle rentre en interaction aussi avec les préoccupations qui ont été exprimées, et de terminer effectivement sur cette notion de dialogue social et d'interpellation des décideurs politiques. C'est évidemment là aussi une démarche qui est pleine de bon sens. En tout cas, merci à chacune et chacun pour ces prises de parole de qualité qui étaient vraiment d'une complémentarité très intelligente, et puis c'est aussi l'occasion de cette entrée en matière de montrer que tout ça, c'est pas des débats théoriques, ça se passe à hauteur de femmes et d'hommes, et vous êtes des actrices et des acteurs dans cette filière. Donc merci à vous de vos engagements, et merci à vous de cette contribution pour démarrer cette matinée très très instructive.